Le youtubeur anglais Dean n'est pas du tout un fan des voitures Land Rover, mais il décide de prendre un risque et d'acheter le cube britannique, le Land Rover Defender H10 modèle 2020, pour voir si son opinion changera ou non. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et de nous écrire en commentaire quelles autres voitures vous aimeriez voir. Il a acheté la voiture sur le site Copart. La voiture avait parcouru environ 35 000 km, ce qui est peu pour une voiture de modèle 2020. Il explique que cela dépassait le budget qu'il avait en tête, mais il espère remettre cette voiture à l'état neuf. L'impact s'était produit à l'avant de la voiture de manière directe. Le pare-choc n'était pas du tout présent. Le capot avait besoin d'un petit travail, ainsi que l'aile avant. Le châssis de la voiture avait subi de légers dommages, rien de majeur. La meilleure chose dans cette situation, c'est que le choc frontal n'a pas atteint le radiateur, donc il n'y a eu aucune fuite ou perte de liquide, que ce soit le liquide de refroidissement ou l'huile moteur. Il précise également que le témoin Check Engine n'était pas allumé, ce qui est bien rassurant. Pour une voiture ayant subi un accident, le crash bar, le pare-choc avant et les deux phares avant étaient nettement déplacés de leur position naturelle. Il soulève le capot pour commencer à inspecter l'état du moteur et des composants internes. Le moteur ici est un 4 cylindres diesel de 2000 cm3. C'est un moteur à la fois économique et puissant, qui développe environ 230 chevaux. La partie avant du moteur avait subi un léger enfoncement, mais aucun composant essentiel, comme le radiateur, n'a été endommagé. L'intérieur de la voiture est très propre. On voit clairement qu'elle a été bien entretenue. Les sièges sont intacts, le toit panoramique est en parfait état et aucun airbag ne s'est déclenché lors de l'impact, ce qui est un bon indicateur et réduit considérablement le coût des réparations car le prix d'un seul airbag est élevé. La voiture était également livrée avec ses clés, ce qui est un avantage appréciable. Lors de la mise aux enchères, la batterie était un peu faible, ce qui est normal après une période d'inactivité. À l'arrière, toutes les pièces étaient intactes. Le coffre était en parfait état, tout était à sa place, à l'exception de la roue de secours qui manquait. Les jantes étaient toutes en bon état, sans rayures ni dommages, ce qui permet encore d'économiser sur les réparations. Les bas de caisse sont intacts, les feux supérieurs sont en parfait état, ainsi tous les dommages se concentraient uniquement à l'avant de la voiture. Il l'a démarrée, elle a fonctionné parfaitement dès le premier coup et il l'a conduite à l'atelier. La boîte de vitesse et la transmission ne présentaient aucun problème. La direction était correcte, sans vibration ni secousse. La suspension, dans un premier examen, est également très bonne. Les pièces à l'arrière contiennent des éléments encore utilisables, comme le capteur avant par exemple. En retirant ces éléments du coffre, il a remarqué que la partie supérieure du pare-choc avant était endommagée. La grille située au-dessus du pare-choc était cassée, ce qui signifie que les clips du reste du pare-choc étaient certainement endommagés. Voici l'extrémité du pare-choc et voici la partie latérale qui relie le pare-choc à l'aile. Le pare-choc principal, quant à lui, était cassé et devra être remplacé complètement, car il n'est pas réparable. Il a démonté toutes les pièces et a amené la voiture dans le garage. En ouvrant de nouveau le capot, il a constaté que le dispositif des feux supérieurs était fixé de manière inhabituelle, maintenu temporairement avec des vis ou des attaches plastiques pour le maintenir en place. Il a démonté cette structure et a replacé correctement le dispositif à son emplacement. Le côté gauche était légèrement plus haut que le côté droit, donc il a commencé par démonter la barre de protection avant, fixée par 8 vis, afin d'accéder aux pièces situées derrière. Ensuite, il a démonté le support du pare-choc avant et a commencé à lever la voiture sur le pont. Il a retiré les roues et la doublure intérieure de l'aile, tout cela pour pouvoir atteindre les vis de l'aile depuis l'intérieur. Ainsi, il a démonté une grande partie de l'avant, car le travail principal consistera à installer la nouvelle pièce à cet endroit. Une partie du châssis était pliée sur le dessus, et de même de l'autre côté, mais pas autant que du côté gauche. Il est donc clair que l'impact a été plus important sur le côté gauche. Le radiateur principal était en très bon état, à l'exception d'une petite partie inférieure légèrement pliée vers l'intérieur qui pourrait être redressée ou remplacée si nécessaire. Il précise que cette déformation n'affecte ni le radiateur ni les performances de refroidissement. Après avoir évalué les dommages de manière préliminaire, il a contacté le concessionnaire Land Rover et obtenu la liste de toutes les pièces dont il a besoin. Les pièces ne sont pas nombreuses car certaines peuvent encore être réutilisées. Par exemple, la grille de ventilation avant peut être utilisée sans problème. Elle présente juste une petite fissure qu'il pourra réparer.
Cependant, cette partie du châssis doit absolument être remplacée. Les feux avant et les phares anti-brouillard n'avaient aucun dommage. Le pare-choc avant était en grande partie intact. Il a consulté le site eBay pour voir combien coûterait l'ensemble de la face avant de cette voiture. Le premier vendeur demandait environ 18 000 $, le deuxième légèrement moins à 17 000 $. Cependant, il avait seulement besoin de certaines pièces, pas de toute la face avant. Il a donc décidé de commander directement auprès du concessionnaire. Il a contacté le concessionnaire, laissé son email, et le lendemain, il a reçu un message avec le prix des pièces qu'il avait demandées. Il explique qu'il a commandé toutes les pièces dont il avait besoin pour la face avant, à l'exception du capot. Il précise que la compagnie d'assurance pourrait lui fournir un capot neuf si nécessaire, ce qui est un avantage considérable, car cela réduit le coût global des réparations. Il n'a pas commandé les phares avant puisqu'ils étaient intacts, comme nous l'avons mentionné. La facture s'élevait à 6 700 $ et toutes les pièces étaient entièrement neuves. Il y avait une grande différence de prix entre le concessionnaire et les prix trouvés sur des sites d'occasion comme eBay. Il indique également qu'il est probable qu'il ne commande pas un nouveau capot auprès de l'assurance et qu'il préfère réparer l'ancien lui-même car l'impact sur celui-ci était très léger. La seule intervention probable sera de repeindre l'aile latérale après l'installation si la teinte diffère légèrement. Cette peinture coûtera environ 660 $. En fin de compte, le coût de réparation de ce Defender sera relativement faible. Cependant, il reste à voir s'il réussira à obtenir toutes les pièces auprès du concessionnaire ou s'il cherchera des pièces d'occasion en bon état et à moindre prix. Il a acheté une face avant complète auprès de ASM, ou 2, une entreprise spécialisée dans le recyclage automobile et la vente de pièces d'occasion au Royaume-Uni. Il s'est rendu à leur siège principal et a acquis l'ensemble de la face avant. Il se met au défi de la réparer entièrement en moins de 8 heures, convaincu qu'il peut restaurer cette voiture à son état d'origine, ce qui nécessitera évidemment rapidité et grande précision dans le travail. Il a emmené la voiture à l'atelier pour commencer les réparations. Les pièces de rechange commandées sont arrivées très rapidement et il a commencé à tout réceptionner. Il a examiné l'extrémité avant du pare-choc, qui est la partie située à l'avant de la voiture, et a retiré la grille, les phares, le pare-choc principal, ainsi que le cache supérieur transversal. Cette pièce, qui recouvre la majeure partie de l'avant de la voiture, montrait clairement dès le début de la vidéo que le châssis était légèrement tordu. Il a essayé de la redresser lui-même et a réussi à le faire très correctement. Il a acheté la barre de protection avant qui protège l'avant, ainsi que toutes les pièces en plastique qui avaient été cassées ou endommagées lors de l'accident. Il a également acheté toutes les vis, écrous et clips d'origine. Tout était littéralement cassé, mais il n'a laissé aucun élément derrière lui. Il souligne que le prix de toutes ces pièces était inférieur à celui du concessionnaire, car la facture initiale chez le concessionnaire pour les pièces endommagées était d'environ 7 000 $, un montant très élevé pour lui et qui n'incluait pas toutes les modifications nécessaires pour remplacer le capot et d'autres pièces. Le coût total aurait donc pu dépasser 9 000 $. Bien qu'il n'ait pas prévu d'acheter un nouveau capot, il l'a finalement inclus dans sa commande car son prix était raisonnable. Ainsi, toutes les pièces de rechange qu'il a achetées, couvrant l'ensemble de la face avant, ne lui ont coûté que 4 000 $. Bien sûr, c'était beaucoup moins cher que chez le concessionnaire, et la différence était significative par rapport à l'état de la voiture avant le début des travaux. Avant de commencer, il a rassemblé toutes les pièces endommagées ainsi que les pièces neuves qu'il allait utiliser et les a disposées devant lui de manière organisée pour s'assurer que rien ne se mélange ou ne soit égaré pendant le montage. Il précise que toutes les pièces qu'il utilisera sont d'origine. De plus, toutes sont de couleur noire, comme les pièces d'origine actuellement installées sur la voiture. Il dispose de la doublure intérieure de l'aile, des conduits de ventilation pour le refroidissement du moteur, de la grille de ventilation avant, ainsi que du panneau supérieur avant situé entre le capot et le pare-choc. Il a également la partie située devant le condenseur de climatisation, l'aile avant droite, le capot lui-même et la nouvelle barre de protection. La seule différence avec le nouveau pare-choc est que la partie inférieure est en noir métallisé assorti à la voiture, alors que l'ancien était noir mat. Il indique qu'il transférera rapidement l'unité de contrôle du régulateur de vitesse dans le nouveau pare-choc, car cette unité est programmée sur l'ordinateur de la voiture. Installer une unité neuve nécessiterait une reprogrammation complète, et transférer l'ancienne unité lui permet donc de gagner cette étape. Après avoir soulevé la voiture sur le cric, il a commencé par démonter la roue avant gauche et la doublure intérieure de l'aile.
Il a démonté une partie de l'aile afin de se donner de l'espace pour retirer le support du phare. Il a ensuite débranché le faisceau électrique connecté au phare avant gauche, une étape très délicate qui nécessitait beaucoup de concentration pour ne pas couper de fil dans cette zone. Il installa la nouvelle barre de protection avant, fixée avec des vis solides sur la structure même de la voiture, car c'est un élément crucial pour la sécurité. Ensuite, il a monté la partie comportant l'emplacement des feux qui fait partie de la structure de la face avant et détermine l'endroit exact où le phare sera installé. Il a posé la nouvelle aile avant gauche. Le mieux était de l'installer avec précision dès le départ afin que les alignements avec le capot et la porte soient corrects. Il a ensuite monté les parties de la structure situées à l'avant de la voiture, généralement en plastique, certaines étant métalliques. Ensuite, il a installé les phares à leur emplacement, raccordé le faisceau électrique de chaque phare et vérifié que toutes les connexions étaient correctes. Il a testé tous les éclairages pour s'assurer qu'ils fonctionnaient parfaitement et qu'il n'y avait aucun problème de lumière. À ce stade, il avait travaillé 3 heures sur les 8 heures prévues. Il explique qu'il a perdu beaucoup de temps au début car il ne connaissait pas l'ordre optimal pour monter toutes ces pièces, mais l'essentiel est que les phares fonctionnent parfaitement. La nouvelle aile était en excellent état, sans rayures ni égratignures, tandis que la porte présentait quelques tourbillons circulaires et de légères égratignures. L'étape suivante consistait à démonter et installer le capot. Le lendemain matin, il a soulevé le capot avec l'aide de quelqu'un et a facilement installé le nouveau capot. Ici, le capot a un poids moyen. Il devait donc se concentrer pour le positionner correctement sur ses charnières afin qu'il s'ouvre et se ferme sans problème. Cependant, il y avait un souci avec les charnières elles-mêmes. Le nouveau capot était légèrement tordu, ce qui faisait qu'il n'était pas correctement aligné, décalé vers la droite et créait des écarts visibles. Il explique qu'il résoudra ce problème soit en ajustant les charnières avec les outils dont il dispose, soit en les remplaçant toutes par de nouvelles charnières pour se simplifier la tâche. Il installe ensuite le nouveau pare-choc, qui se fixe avec des vis et des clips sur la structure avant de la voiture, 5 vis en haut et 2 en bas. Il raccorde également les câbles de la caméra avant et des capteurs de stationnement situés à l'arrière du pare-choc. Le branchement de ces fils nécessite une grande précision pour s'assurer que chaque câble est connecté à la bonne prise afin que la caméra et les capteurs fonctionnent normalement. Il ne reste plus qu'un capteur à installer, celui dont nous avons parlé au début. Il a entièrement démonté la nouvelle unité et a remis l'ancienne unité qui était déjà installée dans la voiture afin de ne pas avoir à la reprogrammer. Celle-ci n'avait d'ailleurs subi aucun dommage lors de l'accident. Ensuite, il a installé la partie supérieure du pare-choc et derrière, il a monté la doublure intérieure de l'aile droite en la fixant avec des vis. Il a continué son travail le 2e jour, ayant travaillé environ 6h30 jusqu'à présent. Il restait encore à installer les doublures de l'aile pour la 2e roue et à s'assurer que la partie inférieure du pare-choc était bien fixée. Le plus important était de vérifier qu'aucun voyant d'avertissement n'était allumé sur le tableau de bord, afin de s'assurer que tous les câbles des capteurs et des éclairages étaient correctement connectés. Il a commencé à installer le conduit d'air dans le pare-choc, la partie qui dirige l'air vers d'autres composants nécessitant un refroidissement, comme les freins et le moteur, et à fermer cette zone avec le cache de l'aile. Il a bien fixé le pare-choc par le bas avec des vis pour être sûr qu'il ne bouge pas. Il a répété la même opération de l'autre côté, installant la doublure de l'aile gauche et fixant toutes les pièces correctement. Enfin, il a remis la roue et a abaissé la voiture au sol, terminant ainsi le travail sur cette voiture dans le temps prévu. Il a vérifié qu'aucun voyant d'avertissement n'était allumé, ce qui est un bon indicateur que tout le système électrique est correctement connecté et fonctionnel. Il a pris la voiture pour un test drive de 35 km afin de s'assurer qu'aucun problème ni bruit inhabituel n'apparaissait pendant la conduite. La voiture, en termes d'apparence et de performance, était revenue exactement comme avant, sans aucune différence notable par rapport à son état d'origine. En fin de compte, l'accident avait été relativement léger, mais il a choisi de prendre le risque avec cette voiture, surtout qu'il ne connaissait pas grand-chose à son sujet. Le design du Land Rover Defender est emblématique, avec des lignes puissantes et très modernes qui le distinguent de nombreux autres modèles. Cette vidéo était simple, je sais, et elle ne contient pas beaucoup de réparations mécaniques ou de suspension.
Écrivez-nous en commentaire quel est votre modèle Land Rover préféré. Et merci, bien sûr, si vous êtes arrivé à cette minute, assurez-vous d'être abonné à notre chaîne. À bientôt!